Excellence, Monsieur Hamidou Kassé, le poète-philosophe, pour entamer sa conférence. Mais avant d'initier cette conférence, j'aimerais aussi appeler l'ambassadeur. Voilà. De même que Parfait. Voilà, je remets le prix spécial de ce prix de cette 7e édition au président de la République Macky Sall, que je remets ce trophée, ce prix spécial à l'ambassadeur, qui à son tour va remettre donc cette plaquette au président de la République, et que nous demandons à l'ambassadeur que nos 2 ambassadeurs, parce qu'ils seront nommés ambassadeurs du prix international Léopold Sédar Senghor, qu'ils présentent donc ce trophée effectivement au président de la République, son Excellence Macky Sall. Voilà, je peux vous lire le texte. Africa Solidarietà a piacere décerne pour son engagement et pour sa politique de bonne gouvernance le prix spécial de la 7e édition du prix international de poésie Léopold Sédar Senghor à son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal. Rome, 9 avril 2022. Merci, Monsieur le Président, cher Tidjane Gaye. Mesdames, Messieurs, Monsieur l'ambassadeur du Sénégal en Italie, Dr Pape Abdoulaye Seck, Monsieur l'ambassadeur du Sénégal auprès du Saint-Siège, Martin Pascal Tine, Monsieur le consul général du Sénégal admirant, Monsieur Mamadou Lamine Diouf, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, Docteur Cheikh Tidjane Gaye, président de l'association Africa Solidarietà, je prononce bien, c'est ça. Mesdames, Messieurs les membres du jury du prix international de poésie Léopold Sédar Senghor, Mesdames, Messieurs les membres de la communauté universitaire, Mesdames, Messieurs les membres de la communauté sénégalaise en Italie, Mesdames, Messieurs les écrivains, poètes et artistes venus de partout, Mesdames, Messieurs les invités, je suis arrivé hier à Rome. Je suis allé à la place Saint-Pierre. J'ai vu des femmes, des hommes, des enfants venus de tous les pays, des enfants, des femmes et des hommes de toutes les couleurs et de toutes les nations. J'ai vu des centaines et des centaines de personnes se croiser, se brasser avec le même regard vers le divin.
Et je dis, c'est ça Rome, mais c'est ça Senghor. C'est ça Rome, et c'est ça Senghor. C'est ça Senghor parce que Senghor est un poète. Et la poésie, c'est d'abord un hymne à la paix. Il n'y a pas de poésie qui ne soit pas hymne à la paix. Même si elle emprunte le relais du tragique et du dramatique, elle en revient toujours à la paix, c'est-à-dire à l'exigence de reconnaître que le monde est un et indivisible. Rome, c'est Senghor, Senghor, c'est Rome, parce que le poète président Léopold Sédar Senghor a chanté sa vie durant les vers et les rimes de la paix. Il l'a appelé, sur les traces de Teilhard de Chardin, la civilisation de l'universel. Mesdames, Messieurs les invités, chers poètes, chers écrivains, je suis d'autant plus heureux de venir ici qu'il s'agit d'une rencontre de la création. Parce que la poésie est de l'ordre de la création. D'une rencontre de l'esprit, parce que la poésie, qui est un art majeur, est de l'ordre de l'esprit. Parce que, en venant, je savais que j'allais rencontrer des poètes. En réalité, dans cette salle, il n'y a que des poètes. Parce que ceux qui aiment la poésie sont également des poètes. Je voudrais donc, au seuil de mon propos, vous remercier tous. Vous remercier parce que il est plus commode d'écouter celui qui parle. Il est plutôt commode de parler que d'écouter celui qui parle. Et à cette tribune, je vous demanderai votre indulgence. Votre indulgence parce que je ne suis pas là en tant que poète, mais en tant qu'humble Sénégalais qui parle d'un homme d'exception, parce qu'un homme exceptionnel, Léopold Sédar Senghor. Lorsque j'ai dit au président de la République du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall, que je me rends à Rome sur invitation de mon ami et frère, le docteur Cheikh Tidiane Gaye, il m'a demandé de vous transmettre et de transmettre à tous les amis, toutes les amies qui sont venus ici, ces vives salutations. Vous avez résumé le profil de l'homme Macky Sall, brillamment. Nul mieux que son ambassadeur, ses ambassadeurs, celui du Sénégal en Italie, celui du Sénégal auprès du Saint-Siège, ne saurait parler plus que du président Macky Sall. Donc, je vous dispense
L'ambassadeur Papa Abdoulaye Seck vient de le dire. De nombreuses personnes de ma génération qui a été précédée par la génération de Pape Abdoulaye Seck se sont opposés à Senghor. Et nous avions un rapport très critique à Senghor. Lui, en tant que chef d'État, nous, généralement, en tant qu'étudiants, en tant qu'élèves, en tant qu'enseignants. C'était dans la période de l'indépendance, les années 60 et les années 70. En tant que chef d'État, nous avions contesté très vigoureusement et très vivement les politiques de Léopold Sédar Senghor. Et cette contestation, malheureusement, nous a empêchés de lire Senghor de façon pointue et rigoureuse, en dehors des œillères de la politique. Il y a eu donc un malentendu, y compris dans la poésie de Léopold Sédar Senghor, que nous qualifions de poésie pro-impérialiste et colonialiste. C'était un malentendu parce que nous n'avions pas d'oreille attentive à ce que disait Senghor dans ses textes et directement. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre nous n'avaient pas en réalité lu Senghor. Nous étions partis, pour la plupart d'entre nous, d'interprétation de la pensée et de la poésie de Senghor. Nous ne connaissions pas Senghor dans le texte, mais dans le « il semble » ou « on dirait » ou dans le « on » de la rumeur qui défie toute approche intellectuelle. En 1996, un colloque a réuni de nombreux universitaires sénégalais à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et je rappelle qu'il y avait Senghor, mais il y avait la figure de Cheikh Anta Diop également. Il fallait choisir entre l'un et l'autre. Comme en France, à un moment, il fallait choisir entre Jean-Paul Sartre et Raymond Aron. Nous avions pris le parti de Cheikh Anta Diop. Et certains d'entre nous n'avaient pas lu Cheikh Anta Diop également. Mais comme Cheikh Anta Diop était dans l'opposition, nous avions pris son parti. Là également, c'est un malentendu. Parce que fondamentalement, Cheikh Anta Diop et Senghor partagent le même carré idéologique. Ils disent exactement la même chose par des voies différentes. Cheikh Anta Diop est un historien, égyptologue. Senghor est un philosophe grammairien. Tous les deux disent que l'Égypte était noire et que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Tous les deux disent que l'Afrique a une civilisation, tout comme les autres parties du monde, et que le seul fait, c'est que ces cultures sont différentes, mais reposent sur la même souche, la même racine. En 1996, donc, il y a eu ce colloque. Beaucoup d'universitaires qui étaient radicalement contre Senghor ont reconnu humblement qu'ils s'étaient quelque part trompés parce qu'ils n'ont jamais approché Senghor de façon rigoureuse.
y compris des philosophes marxistes, comme le philosophe Sémou Patekeye, le défunt philosophe Sémou Patekeye, qui est l'un des plus brillants philosophes sénégalais. En effet, le départ de Senghor du pouvoir, parce que Senghor a renoncé volontairement au pouvoir en 1981, son départ du pouvoir et sa mort, finalement, en 2001, ont été essentiels parce qu'il y a l'épreuve du temps, l'écart historique et temporel. Il n'y a plus d'enjeu politique parce qu'il n'est plus au pouvoir. Et cela, cette double absence, cela nous a permis d'avoir un rapport beaucoup plus apaisé à Léopold Sédar Senghor. Pour ma part, personnellement, on m'a invité en 1999 à un symposium sur l'utopie. Ça a été l'occasion pour moi de revenir vers et sur Senghor. Parce que, étant philosophe à la base, j'ai considéré que les auteurs qu'on a combattus, quelquefois qu'on a détestés, sont dignes d'intérêt et qu'il faut toujours revenir à leur texte pour vérifier notre propre texte. Et revenir pour vérifier notre propre texte. Parce que la philosophie, c'est une confrontation permanente depuis son site grec, bien avant Jésus-Christ. Et donc, ce symposium m'a donné l'opportunité de revenir vers Senghor et sur Senghor, mais du point de vue de sa poésie. Je me suis donc emparé de textes de Senghor, poésie comme texte de prose, pour le revisiter, pour juger les préjugés que j'avais avant. Et j'ai intitulé ce texte Senghor, le destin poétique d'une perte. Perte de quoi? Perte de ce qu'il appelle le royaume d'enfance. Tout le poème de Senghor est articulé autour de la fulgurance du royaume d'enfance et du visage de la reine de Saba. Et c'est cela qu'on peut lire dans ces variations d'un poème à l'autre de Léopold Sédar Senghor. Jusqu'au poème sur Martin Luther King, qui est le plus universel de toute la poésie de Senghor. Je posais donc que le royaume d'enfance est la cause des poèmes de Léopold Sédar Senghor. Parce que toute poésie a une cause. Le poète peut ne pas le savoir, mais dans la lecture de l'œuvre poétique d'un poète, on découvre régulièrement, enfin on découvre forcément la cause de ce qui est la cause de son poème, c'est-à-dire qu'est-ce qui est à la base de son poème. Chez Aragon, on trouvera Elsa. Mais Elsa, les yeux d'Elsa, le visage, la beauté d'Elsa, ça renvoie à l'harmonie. Et chez Aragon, qui est un poète communiste, ça renvoie au communisme. On peut multiplier les exemples à l'infini. Le royaume d'enfance chez Senghor est une création. Peut-être que ce royaume d'enfance n'a jamais existé.
Et en réalité, ce royaume d'enfance n'a jamais existé. Le royaume d'enfance, c'est une métaphore, c'est une image, c'est un espace mental à partir duquel Senghor élabore une philosophie. Mais à partir de laquelle également Senghor puise l'inspiration pour déployer sa poésie. Et dans les conséquences qu'il tire du royaume d'enfance, entre guillemets, lui c'est un philosophe, comme Rousseau. Rousseau parle d'un état de nature. Mais cet état de nature n'a certainement jamais existé. Mais ça lui est nécessaire pour déployer sa philosophie. Senghor également a besoin du royaume d'enfance pour déployer sa poésie, mais également fonder sa philosophie, sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. Le Senghor dit que ce royaume d'enfance est d'un point de vue poétique et d'un point de vue philosophique et le site à partir duquel on peut penser la civilisation africaine. Qu'on récapitule sous l'expression négritude, concept qu'il a créé avec Sévère, Aimé Sévère et Damas. Léon Contant Damas. Senghor dit, en pleine colonisation, notamment dans les années 30, que contrairement à ce que le colon dit, à ce que également certains ethnologues et philosophes disent, l'Afrique a bien une civilisation et il s'appuie sur les travaux de Frobenius, un ethnologue allemand, Le Dubrun, Marcel Puyol, mais également le révérend Père Campbell, qui tous affirment qu'à partir de recherche du terrain, il y a bien une culture et une civilisation négro-africaine. Et d'ailleurs, tout groupe humain génère forcément des représentations du monde qui inspirent à leur tour des manières de s'organiser dans la société, des manières de vivre dans la société, des manières d'avoir un rapport à l'autre, mais également des manières de voir le monde de façon générale, dans une perspective cosmogonique. Pour aller, quels sont les éléments, selon Senghor, de cette culture ou de cette civilisation négro-africaine? Je vous propose juste 3 éléments qui fondent le dire de Léopold Sédar Senghor. La première marque distinctive, c'est ce que Senghor appelle le rythme. Le rythme. Pour Léopold Sédar Senghor, et il se base sur une étude attentive de l'art africain, ce qui caractérise l'homme noir, c'est le rythme, dans la mesure où il est dans une interaction avec ce qu'il appelle des forces vitales, qui le mettent en harmonie avec le cosmos, avec son environnement, et qui fait qu'il n'a pas un rapport de domination à la nature. Il est en interaction avec la nature. Je pense que s'il y a des écologistes dans la salle, ils devraient justement approuver ce que j'ai dit avec des petits sourires. Alors, donc Senghor dit que l'Africain, et ça c'est sur les traces du père Campbell, régi par le rythme et les forces vitales, a la possibilité d'augmenter les forces qui le régissent
autant il les augmente, autant il est en concordance, en plus d'harmonie avec la nature, où il a la possibilité de les déforcer en bien, c'est-à-dire de les diminuer, le cas échéant, la rupture avec son cosmos, avec son environnement, s'élargit progressivement. Deuxième fait, c'est l'unicité de l'être qui est agi donc par le cosmos en harmonie avec la nature. L'homme noir est en interaction avec ses forces vitales qui lui est loisir d'augmenter par son action ou alors de le diminuer. Senghor dit que pour être fidèle à l'esprit et à l'être nègre, il faut relire les pères fondateurs du socialisme scientifique pour en inférer une manière de vivre en société. C'est ce qu'il appelle la relecture négro-africaine de Karl Marx. C'est un livre dont le titre, justement, il y a un livre dont le titre est Relecture ou la relecture africaine de Marx et de Engels. Parce que Senghor pense que la politique elle-même doit être fondée sur l'univers de représentation culturelle et les éléments de civilisation de la communauté. Sinon, il y a une rupture. Et c'est pourquoi il a rejeté ce que les marxistes appellent la dictature du prolétariat, ce que les marxistes appellent le communisme, etc. Parce qu'il dit qu'en Afrique, il y a déjà une tradition de communautarisme sur laquelle doit se fonder la vie en société, c'est-à-dire le socialisme à l'Afrique. C'est pourquoi il dit on ne peut pas raisonner ici en termes de classe sociale et de la lutte des classes. Il faut raisonner en termes de groupements socio-professionnels qui peuvent, par le dialogue, interagir et aménager un espace où ils peuvent collaborer de façon apaisée, développer la société et faire de l'homme le début et la finalité du développement. Alors, ce que donc l'homme noir apporte, c'est le titre d'un des textes majeurs de Léopold Sédar Senghor, publié en 1939. Ce que donc l'homme noir apporte à ce qu'il appelle la civilisation de l'universel, c'est cette manière de voir, cette conception de la vie que portent les arts africains, masque, danse et chant, qui exprime une conception du monde basée sur la totalité cosmique à l'équilibre, au contraire, dit Senghor, du dualisme occidental qui distingue la matière et l'esprit, mais également l'objet et le sujet. Dans la philosophie occidentale, la fondation même de la philosophie occidentale repose sur ce dualisme. D'une part, il y a la matière, d'autre part, il y a l'esprit. D'une part, il y a l'objet, d'autre part, il y a le sujet. La vocation du sujet étant de maîtriser l'objet. Senghor dit que le nègre africain ne connaît pas ce dualisme-là, parce qu'il est un avec le cosmos, il est en interaction avec le cosmos, et en fait, il co-naît avec le cosmos. Co-naît, pas. C'est co-naître, c'est-à-dire naître avec, faire un avec le cosmos. On ne distinguera alors plus le sujet de l'objet ou la matière de l'esprit. Parce qu'il y a la totalité, il y a l'unicité. Et c'est justement ce qui fait que l'Africain, vous allez chez les peuples Dogon, par exemple, la nature est à la limite sacrée. Parce que
Tout est régi par ces forces vitales dont je parlais tout à l'heure. Dans la nature, dans les êtres animés comme inanimés, partout il y a de l'esprit. Donc ce n'est plus une matière face à l'esprit, mais c'est esprit et matière en même temps qui justement sont unis par ce qu'il appelle la force vitale. Il faut là que j'aille beaucoup plus vite. L'affirmation de ces différences-là entre les Africains, l'Afrique et l'Occident, cette différence n'est qu'une étape dans le mouvement global de la pensée de Senghor. Parce qu'il y a une deuxième étape. La deuxième étape, c'est que le destin de l'humanité est dans le rendez-vous du donner et du recevoir qui correspond à ce que Senghor appelle sur les traces de Teilhard de Chardin la civilisation de l'universel. Senghor dit ceci, je cite, « Notre seul souci a été de l'assumer, cette négritude, ensemble des valeurs de la civilisation nègre, en la vivant et l'ayant vécue, d'en approfondir le sens, pour la présenter au monde comme une pierre d'angle dans l'édification de la civilisation de l'universel, qui sera l'œuvre commune de toutes les races, de toutes les civilisations différentes, ou ne sera pas. » L'ambassadeur Pape Abdoulaye Seck citait tantôt Senghor en disant que notre orgueil d'être différent ne doit pas empêcher notre bonheur d'être ensemble. Ça, c'est l'humanisme senghorien. Senghor magnifie donc en sa propre personne cette cohabitation ou ce voisinage harmonieux qu'est l'espace de la civilisation universelle, le rendez-vous du donner et du recevoir. Ainsi, lors de l'inauguration de l'espace Senghor à Verson en 1995, il dit ceci. Dans ma retraite normande, en Normandie, le poète sérère qui chantait jadis son cime natal au vers polo, vit pleinement sa normandité au vers pâturage. Senghor ne se sent pas un étranger radical. En tant qu'apôtre de la civilisation universelle, il vit en lui les deux parties, sa part africaine et sa part occidentale. Et en amour. Et c'est pourquoi, contrairement aux héros de l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, Senghor n'est pas dans le déchirement, dans l'écartèlement entre un être qui a une formation occidentale et un homme qui ancre ses racines dans la tradition africaine. Senghor ne connaît pas ce dualisme-là. Parce que pour lui, la civilisation universelle, le donner et le recevoir, c'est en nous-mêmes. Ce n'est pas forcément entre des communautés. C'est entre des communautés, mais pas uniquement. Mais en nous-mêmes, il y a, je suis un peu enfin, je suis un peu le produit et de la civilisation africaine et de la civilisation occidentale. Et c'est vous dit, je le vis de façon tout à fait harmonieuse. Chez Senghor, si le noir réfère à une race, il faut bien préciser que cela ne renvoie pas à une substance. Parce que pour lui, pour Senghor, la race est simplement, si elle réfère à la couleur, le fruit de l'histoire et de la géographie. Et elle n'est pas fondamentale, elle n'est pas la base à partir de laquelle il saurait y avoir, il y aurait la confrontation. Mais notre diversité est même une base pour le vivre ensemble, c'est-à-dire pour le donner et le recevoir. Ainsi, Senghor se méfie de s'enfermer dans les remords du passé, même si ce passé est très violent. Dans son recueil de textes intitulé Négritude et humanisme, paru en 1974 aux éditions
réduction de seuil, Senghor conclut par ces mots qui sont très lourds, surtout dans un contexte où il était en opposition avec les partis politiques, le mouvement marxiste, etc. Il dit, je cite, que le lecteur lise les pages qui vont suivre dans un esprit de fraternité. Tel voudrait être notre message. Si race il y a et comment le nier, celle qui lui parle ici est une voix sans haine. Nous avons tout oublié comme nous savons le faire. Les 200 millions de morts, la traite des nègres, les violences de la conquête, les humiliations de l'indigénat. Nous n'en avons retenu que les apports positifs. Nous avons été le grain foulé au pied, le grain qui meurt pour que naisse la civilisation nouvelle à l'échelle de l'homme intégral. Je récapitule ainsi ce que Senghor nous dit. 1. Que la différence des cultures est réelle, mais elles sont égales en dignité, les unes et les autres prenant source d'une même souche. 2. Le rapport entre les cultures n'est pas dans l'élément de l'exclusion ou de la confrontation. Leur ensemble constitue plutôt une riche diversité. 3. L'humanité est capable de reconnaître la communauté de destin et de culture grâce à une civilisation de l'universel, c'est-à-dire le rendez-vous où chaque culture s'exprime, offre et reçoit, où la différence exhorte à la découverte et à la compréhension et non à la confrontation. Et pour terminer, je rappelle juste que cette pensée de Senghor, de la civilisation de l'universel, trouve un écho et un prolongement chez 3 auteurs au moins que j'ai visités de façon assumée. Senghor est dans une parenté avec Saint-Paul. Et je le dirai pourquoi. Senghor est en parenté avec l'indo-pakistanais Mohamed Iqbal. Senghor est en parenté avec son compatriote Cheikh Hamidou Kane. Dans l'épître aux Galates, il y a des siècles et des siècles. Je relève ce propos si insolite à l'époque. Je cite Senghor. Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme. À l'époque. Siècle et des siècles. Et dans l'épître aux Romains, Saint Paul déclare, je cite, gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, pour le grec. Car il n'y a point d'exception de personne en Dieu. Fin de citation. Et il y a quelque chose qui résonne chez Mohamed Iqbal, l'indo-pakistanais, qui est philosophe, qui est un immense poète. Il dit, il n'y a ni Afghan, ni Turc, ni fils de Tartare. Nous sommes tous les fruits d'un même jardin, du même tronc. Nous sommes la floraison d'un même printemps. Fin de citation. Et chez Cheikh Hamidou Kane, on peut relever à peu près le même propos. Il dit que chaque jour qui passe apporte un supplément d'unition au creuset où fusionne le monde. Nous n'avons pas eu le même passé, mais nous aurons le même avenir rigoureusement. L'ère des destinées singulières est révolue. Dans ce sens, la fin du monde approche et bien arrivée pour chacun de nous, car nul ne peut plus vivre de la préservation de soi, mais de nos longs rugissements
multiples. Il va naître un fils du monde, le premier fils de la terre, l'unique aussi. Fin de citation. Sur ce chemin de la quête de l'équilibre du monde, de la civilisation de l'universel, le compagnon de Léopold Sédar Senghor, chers amis, mesdames, messieurs les invités, nous est absolument utile. Je vous remercie. Nous avons décidé comme association et comme prix international Léopold Sédar Senghor de nommer le professeur El Hadj Hamidou Kassé ambassadeur de ce prix qui nous représente dignement pour son parcours, son curriculum, son CV, pour tout ce qu'il a fait pour son pays, pour sa chère Afrique, sa contribution littéraire et philosophique. C'est un personnage très important pour le Sénégal et pour l'Afrique, parce que c'est un philosophe, et vous l'avez déjà noté à travers ses simulations théoriques, mais aussi il est un grand poète, et voilà la raison pour laquelle, naturellement, le chef de l'État l'a nommé ministre du Conseil en affaires avec. Et nous décerner ce diplôme, écrit en italien, parce qu'on doit respecter le règlement du concours, du prix, et vous êtes nommé ambassadeur du prix international Léopold Sédar Senghor. Voilà. Et voilà la médaille avec les couleurs de l'Italie. Les Italiens seront... Merci bien, merci vraiment de votre riche contribution à cette conférence. Voilà. Merci, Excellence. Merci.